Le funérarium sentait les fleurs bon marché et la mort. Noël Darrow poussa les lourdes portes en bois, ses bottes de travail grinçant sur le marbre poli. Avec 30 minutes de retard, la salle d'exposition bourdonnait de voix chuchotées et d'une fausse sympathie. Il scruta la foule, des voisins qui connaissaient à peine Hollis, associé de son frère défunt Garrett. Et là, tout devant, Brun se tenait dans sa robe noire, s'essuyant les yeux avec un mouchoir en papier. Sa belle-sœur jouait la belle-mère en deuil, ce qui fit parfaitement serrer la mâchoire de Noël. Quelque chose clochait. Ça clochait depuis le coup de fil d'il y a 3 jours. Hollis est mort, avait dit Brun d'une voix neutre. Une sorte de maladie. Les funérailles ont lieu jeudi. Pas de détails, pas d'explications, juste mort. Il se dirigea vers le cercueil, ignorant l'escalier. Des chuchotements fusaient derrière lui. Le frère fou. Celui qui n'arrivait pas à se remettre du suicide de Garrett. Celui qui vivait seul dans ce garage à réparer des voitures et à boire jusqu'à en mourir. Laissons-les parler. Le cercueil était fermé. Chaîne polie avec poignée en laiton. Une petite photo de Hollis trônait sur sa photo de classe de l'année dernière. 8 ans, dents écartées et tresses. Pourquoi est-elle fermée, demanda Noël à Madame Patterson, la directrice des pompes funèbres. La vieille femme jeta un coup d'œil vers Brent. Une demande de la famille. La maladie. Elle avait changé son apparence. Les poings de Noël se refermèrent. Dans sa famille, on avait toujours des cercueils ouverts. Le cercueil de Garrett avait toujours été ouvert, même après qu'on l'ait trouvé pendu dans la grange, malgré les marques de corde. Noël Brun apparut à côté de lui, lui touchant le bras. « Merci d'être venu. » Il s'écarta. « Quelle maladie ? » Les médecins n'en sont pas sûrs. Quelque chose avec son sang. Ça arrive si vite. Quel hôpital ? Les yeux de Brun clignèrent. Portland General. Pourquoi est-ce important maintenant ? Parce que je veux savoir ce qui a tué ma nièce. Elle est partie. Noël, c'est ça qui compte. La voix de Brun se brisa, mais ses yeux restèrent secs. Je sais que tu souffres. Nous l'aimions tous les deux. Aimés au passé. Comme si Hollis était déjà enterré. Noël fixait le cercueil fermé. La fille de Garrett, la seule famille qui lui restait. Et maintenant, elle était censée être morte d'une mystérieuse maladie que personne ne pouvait expliquer. Je veux la voir, dit le personnel des pompes funèbres. Peu importe ce qu'ils ont dit. Je veux voir ma nièce. Bryn s'approcha, baissant la voix. S'il vous plaît, ne faites pas de scène. Les gens regardent. Bien. Laissez-les regarder. Mais Madame Patterson orientait déjà les gens vers la sortie. L'exposition était terminée. Il était temps de rentrer et de faire semblant d'être en deuil. Noël ne bougea pas. Il se tint près du cercueil tandis que la pièce se vidait, la main posée sur le bois lisse. À l'intérieur de ce cercueil se trouvait une fillette de 8 ans qui devrait jouer à la poupée et se plaindre de ses devoirs. Monsieur. Madame Patterson s'approcha. Nous fermons maintenant. Encore 5 minutes. Je comprends votre chagrin, mais 5 minutes. La vieille femme regarda Brun, qui hocha la tête à contre-cœur. Nous attendrons dehors. Le silence retomba dans la pièce. Noël était seul avec les morts. Scène 2. Le murmure de Noël pressa la paume contre le cercueil. Le bois lui parut froid sous la peau. Mal. Tout semblait anormal. Garrett aurait voulu des réponses. Il aurait exigé de savoir ce qui était arrivé à sa fille. Mais Garrett était mort, lui aussi. Pendu à une corde dans sa propre grange, avec une lettre de suicide incompréhensible. « Je suis désolé de vous avoir laissé tomber tous les deux », murmura Noël. C'est alors qu'il entendit un son si faible qu'il faillit le manquer. Comme une respiration, comme un mouvement, qu'il se figea, les mains toujours sur le cercueil. Le funérarium était vieux. Les vieux bâtiments faisaient du bruit, du bois qui s'affaissait, des planchers qui craquaient. Puis il l'entendit de nouveau. « Aidez-moi. » La voix était minuscule, faible, mais réelle. Le cœur de Noël battait fort contre ses côtes. Il colla son oreille contre le cercueil. Oncle, son sang se glaça. C'était Hollis. C'était la voix de sa nièce. Ses mains tremblèrent lorsqu'il trouva les loquets. Le cercueil n'était pas verrouillé,
juste fixés par de simples fermoirs métalliques. Il les ouvrit et souleva le lourd couvercle. À l'intérieur, Hollis gisait sur du satin blanc, son petit corps enveloppé dans une robe pâle, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Distraite et terrifiée. « Seigneur !» Noël tendit la main vers elle, les mains tremblantes. « Hollis, tu m'entends ?» Elle essaya de parler, mais ne parvint qu'à émettre un faible gémissement. C'est alors qu'il les vit. Les liens, de fines chaînes métalliques enroulées autour de ses poignets et de ses chevilles, rouillées et vieilles. Elles étaient cachées par la robe et le rembourrage du cercueil. « Qu'est-ce qu'elles te font ?» Il tâtonna avec les chaînes, cherchant des cadenas ou des fermoirs. Le métal était brut, artisanal. « Tiens bon, ma puce. Je te sors de là. » Les chaînes étaient fixées par de simples torsades de fil de fer. Noël utilisa son canif pour les couper, aussi vite que sa main tremblante le lui permettait. Hollis le regarda avec des yeux vitreux, drogué mais vivant. « Oncle Noël. » Sa voix était à peine un murmure. « Je suis là. Je te tiens. » Il la souleva du cercueil. Elle ne pesait presque rien. Son corps était inerte et froid. Ce qu'on lui avait administré avait failli la paralyser. « Madame Patterson » cria-t-il en direction de la porte. « J'ai besoin d'aide. » Pas de réponse. Noël porta Hollis jusqu'à la porte et essaya la poignée. Elle était verrouillée. Il tapa sur le bois de sa main libre. « À l'aide. À l'aide. » Toujours rien. Le parking était vide. Même la voiture de Bryn avait disparu. Il l'avait laissée là. Avec une petite fille censée être morte, Noël ouvrit d'un coup de pied la porte arrière du funérarium et porta Hollis jusqu'à son camion. Elle perdait connaissance par intermittence, marmonnant des mots. Il ne comprenait pas. Il l'allongea sur la banquette arrière et la couvrit d'une veste. « Reste avec moi, Hollis. On va chercher de l'aide. » Mais où ? L'hôpital poserait des questions auxquelles il ne pourrait pas répondre. La police pourrait ne pas le croire. Et si Bryn était impliqué dans cette histoire, qui d'autre pourrait l'être ? Une seule personne me vint à l'esprit. Quelqu'un en qui Garrett avait confiance. Reva vivait dans une petite maison de Pine Street, à 15 minutes du funérarium. Noël la connaissait depuis qu'ils étaient enfants. Calme, intelligente, toujours en train de lire des livres sous les arbres. Elle avait été la meilleure amie de Garrett jusqu'à ce qu'ils grandissent et que la vie les sépare. Il porta Hollis sur les marches et frappa à la porte de Reva. « Reva, c'est Noël. J'ai besoin d'aide. » La lumière du porche s'alluma. La porte s'ouvrit sur une femme d'une trentaine d'années, aux yeux marrons inquiets et aux cheveux grisonnants tirés en queue de cheval. « Noël, qui es-tu » Elle vit Hollis dans ses bras et son visage devint blanc. « C'est Hollis ? Je la croyais morte. »« Moi aussi. »« On peut entrer ?» Reva s'écarta, les mains tremblantes. La déposa sur le canapé. Que s'est-il passé ? Noël allongea Hollis et vérifia son pouls. Faible mais stable. Quelqu'un l'a droguée et mise dans un cercueil. Il a fait croire à tout le monde qu'elle était morte. C'est impossible. Regarde-la. Reva. Elle respire. Reva s'agenouilla près du canapé. Son instinct de professeur prit le dessus. Elle vérifia les pupilles de Hollis. Elle lui toucha le front, examina son poignet là où se trouvaient les chaînes. Ces marques, quelqu'un l'avait attaché. Elle leva les yeux vers Noël. Il faut qu'on appelle une ambulance. Pas encore. Il faut que je sache quelque chose d'abord. Noël sortit son téléphone. J'appelle l'hôpital général de Portland. Bryn dit c'est là que Hollis est décédée. L'opératrice de l'hôpital l'a transféré 3 fois avant de pouvoir contacter quelqu'un qui puisse vérifier les dossiers. Je cherche des informations sur Hollis T. Noël a dit qu'elle serait décédée là-bas il y a 3 jours. Un instant, s'il vous plaît. Un long silence. Monsieur, je ne vois aucune trace d'une Hollis Terrero admise ou soignée ici. Êtes-vous sûr de l'hôpital ? Noël serra le téléphone plus fort. Vérifiez à nouveau. 8 ans. Décédé d'une maladie du sang. J'ai vérifié tout notre système, monsieur. Pas de Hollis Darrow. Il a raccroché et a appelé 2 autres hôpitaux. Même réponse.
Aucune trace de Hollis nulle part. Elle a menti, a-t-il dit à Reva. Brin a menti surtout. Reva examinait Hollis plus attentivement, soulevant ses paupières et vérifiant à nouveau son pouls. Elle est sous sédatif avec un produit puissant. Probablement depuis des jours. Quel genre de personne fait ça à un enfant? Je ne sais pas, mais il y a autre chose que vous devez savoir. Reva se leva, se serrant les bras. Brin tira. Hollis a quitté l'école il y a 3 semaines. Elle a dit qu'elle déménageait en Californie avec de la famille. Quels parents? Toute la famille de Garrett est morte. C'est ce que je me demandais. Mais Brin avait tous les papiers. Il a dit que c'était temporaire. Que Hollis reviendrait après Noël. Noël fixait le visage pâle de sa nièce. 3 semaines. Hollis avait disparu depuis 3 semaines et personne n'avait pensé à vérifier. Personne ne s'était soucié de poser des questions, sauf peut-être Garrett l'aurait fait. S'il avait été vivant. Il faut la réveiller. Noël a dit. Trouver ce qui s'est passé. Elle a besoin d'un médecin d'abord. Ceux qui lui ont administré a pu endommager ses organes. Après qu'elle aura parlé, je dois savoir qui a fait ça avant qu'il ne réalise qu'elle est vivante. Reva semblait vouloir protester, mais quelque chose dans la voix de Noël l'en a empêché. Elle est allée à la cuisine et est revenue avec un foutu torchon. Hollis. Elle a tamponné le front de la fille. Tu m'entends? C'est mademoiselle Reva de l'école. Les yeux de Hollis se sont ouverts brusquement. Elle regarda autour d'elle, confuse et effrayée. Où suis-je? Tu es en sécurité, dit Noël en s'agenouillant à côté d'elle. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé? Où étais-tu? Hollis essaya de s'asseoir, mais retomba contre les coussins. Au sous-sol. Il y avait un homme avec un masque rouge et du feu. Beaucoup de feu. Quel sous-sol? La maison de qui? Je ne me souviens plus. Il faisait sombre. Des larmes coulaient sur ses joues. Brin disait que j'étais malade. Qu'il fallait que je prenne des médicaments. Quel genre de médicaments? Des piqûres. Ça me donnait sommeil. Et il y avait d'autres enfants parfois, mais ils s'en allaient. Noël et Reva échangèrent un regard. D'autres enfants. Hollis. Demanda Reva doucement. Est-ce que Brin t'a fait du mal? La petite fille hocha la tête. De nouvelles larmes coulaient. Elle disait que des choses terribles arriveraient si j'en parlais à quelqu'un. Qu'on ne me croirait pas parce que je ne suis qu'une enfant. Les poings de Noël se serrèrent. Quel genre de choses terribles? Elle dit, elle m'a fait disparaître à jamais, comme les autres enfants. Le lendemain matin, Noël se rendit chez Brin, la rage au ventre. Hollis était en sécurité avec Reva, qui avait accepté de la surveiller pendant qu'ils réfléchissaient. Ils devaient décider de leur prochaine étape. Mais d'abord, Noël avait besoin de réponses. La maison de Brin se trouvait sur un terrain de 2 hectares à l'extérieur de la ville, la même propriété où Garrett avait vécu, travaillé et était mort. Le camion de Noël remonta l'allée de gravier, passant devant la grange où ils avaient trouvé le corps de son frère. Brin ouvrit la porte en peignoir, les cheveux en bataille et les yeux rouges. Elle semblait sincèrement surprise de le voir. Noël, que fais-tu ici si tôt? On doit parler de quoi? Les funérailles n'ont lieu que demain. De la raison pour laquelle ta belle-fille est encore en vie. Le visage de Brin resta vide pendant une seconde, le temps que Noël le comprenne. Puis elle força un sourire confus. De quoi parles-tu? Hollis est morte. Tu l'as vue à la veillée funèbre. J'ai vu un cercueil fermé, mais j'ai aussi entendu sa voix. C'est impossible. Tu es en deuil, Noël. Parfois, nos esprits. Arrête de faire semblant, Brin. Je l'ai trouvée. Elle est vivante. Brin recula, la main sur sa gorge. Ce n'est pas ça. Possible. Les médecins ont confirmé. Quel médecin? L'hôpital général de Portland n'a aucun dossier la concernant. Tu es perdu. Le stress de perdre Garrett est maintenant Hollis. Arrête de mentir. Noël l'a bousculée pour entrer dans la maison. Où est-elle vraiment? Que as-tu fait? Tu ne peux pas faire irruption ici. Brin la suivit dans le salon. J'appelle la police. Bien. Appelle-les. Raconte-leur comment tu as drogué une fillette de 8 ans et l'as mise dans un cercueil.
Le masque de calme de Brun tombait. Sa voix s'éleva. Tu es en pleine dépression, Noël. Comme après la mort de Gareth. Tu ne pouvais pas accepter qu'il se soit suicidé. Et maintenant tu ne peux pas accepter que Hollis soit parti. Gareth ne s'est pas suicidé. Il a laissé un mot. Un mot qui n'avait aucun sens. Gareth était gaucher, mais ce mot était écrit de la main droite. La police a enquêté. Ils ont conclu à un suicide. Noël s'est approché parce que tu leur as dit quoi penser. Tout comme tu essaies de me dire quoi penser maintenant. Brun s'est adossé au mur, les yeux fixés sur elle. Je me précipitai vers le téléphone. Tu es malade, Noël. Tu as besoin d'aide. J'ai de l'aide. J'ai Hollis. Elle parle, me raconte tout sur le sous-sol et l'homme au masque rouge. Le visage de Brun perdit ses couleurs. Elle est quoi? Elle se souvient de tout. Les piqûres que tu lui as faites, les autres enfants qui ont disparu, l'incendie. C'est impossible. Elle ne se souvient plus. Brun s'est reprise, mais c'était trop tard. Elle ne se souvient plus des drogues que tu as prises. De ce que tu lui as fait. Le sang-froid de Brun finit par craquer. Tu ne comprends pas à qui tu as affaire. Ces gens-là, ils ne pardonnent pas les erreurs. Quels gens-là? Je ne peux pas te le dire. Ils me tueront. Qui te tuera, Brun? Elle secoua la tête et recula vers la cuisine. Tu dois partir. Prends Hollis et va loin. Ne reviens pas. Pas avant de m'avoir dit qui est derrière tout ça. Je ne peux pas. S'il te plaît, Noël. J'essaie de te protéger. Noël, attrape-la. Bras. Protège-moi. Tu essaies d'enterrer ma nièce vivante. Elle n'était pas censée se réveiller. La dose était censée durer plus longtemps. Les mots restèrent suspendus entre eux. Brun réalisa ce qu'elle venait d'avouer. Et son visage devint blanc. Tu l'as droguée. Dit Noël doucement. Mets-la dans ce cercueil en sachant qu'elle pourrait se réveiller. Je n'avais pas le choix. Ils ont dit que si je ne coopérais pas. Qui a dit de me donner des noms? Brun se libéra brusquement et courut vers la porte de derrière. Noël la rattrapa avant qu'elle ne l'atteigne, la faisant tourner sur elle-même. Rex Maddox, murmura-t-elle. Mais il n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Des gens importants. Que veulent-ils des enfants? Je ne peux pas te le dire. Tu me le diras ou je m'assurerai que tout le monde dans cette ville sache ce que tu as fait. Bryn le fixa d'un regard terrifié. Ils nous tueront tous les deux. Peut-être, mais au moins Hollis sera en sécurité. Après avoir quitté la maison de Brun sans plus de réponse, Noël se rendit à son garage. L'endroit avait été avant, Gareth n'était qu'un petit garage où les frères avaient travaillé côte à côte pendant 15 ans. Il n'y était pas retourné depuis la prétendue mort de Hollis. Les postes de travail étaient vides, les outils prenant la poussière sur les panneaux perforés. Bill empilait des outils sur le bureau. Tout lui rappelait son frère. Noël se dirigea vers le coin où se trouvait la vieille boîte à outils de Gareth. Métal rouge, bosselé et rayé par 20 ans d'utilisation. Il l'avait fouillé après les funérailles, à la recherche d'objets de valeur. Mais peut-être avait-il manqué quelque chose s'il avait sorti des tiroirs remplis de clés et de tournevis, tâtonnant dans les coins. Dans le tiroir du bas, derrière une boîte de bougies, ses doigts trouvèrent quelque chose qui n'avait pas sa place dans un carnet, petit et fin, enveloppé dans un chiffon taché d'huile. Noël l'ouvrit et vit l'écriture de son frère. Des entrées datées remontant à 6 mois avant la mort de Gareth. 15 mars. Bean se comportait bizarrement. Il est rentré tard encore. Il dit qu'elle faisait les courses, mais pas de sac. La voiture sent la fumée. Mars le 22 avril, elle a trouvé de la terre sous ses ongles. Quand je lui ai posé la question, elle s'est mise en colère. Elle a dit, je ne lui fais pas confiance. Le 3 avril, Hollis a refait des cauchemars. Elle dit que Bean l'a emmenée dans un endroit sombre. Probablement de mauvais rêves, mais la gamine semblait effrayée. Le 10 avril, elle a suivi Brennan ce soir. Elle s'est rendue à la vieille maison des Henderson, en dehors de la ville. Beaucoup de voitures. Une sorte de réunion. Dot. Le pouls de Noël s'est accéléré. Il a feuilleté d'autres pages. Le 17 avril, elle a confronté Brun au sujet des réunions. Elle a tout nié.
Elle a dit que j'étais paranoïaque, mais je sais ce que j'ai vu. Le 24 avril, Hollis a fait un dessin aujourd'hui. Un homme avec un masque rouge debout au-dessus d'enfants. Quand je lui ai posé la question, elle a dit que Brun lui avait dit de ne jamais parler de l'homme de ses rêves. Mais a d'abord trouvé du tissu brûlé dans la voiture de Brun. Ça sentait l'encens et autre chose. Quelque chose n'allait pas. Le 8 mai, elle a surpris Brun au sous-sol à 2 heures du matin. Elle chantait dans une langue que je ne reconnaissais pas. Des bougies partout. Quand elle m'a vu, elle a dit que c'était juste de la méditation. Le 15 mai, Rexmatic est venu à la maison aujourd'hui, m'a dit d'arrêter de poser des questions, m'a dit qu'il valait mieux laisser certaines choses tranquilles. Devant mon refus, il a souri et m'a conseillé d'être plus prudente. Il a dit que les accidents arrivaient. Les notes devenaient de plus en plus désespérées à mesure que les dates approchaient de la mort de Garrett. Le 29 mai, il prépare quelque chose avec Hollis. J'ai entendu Bren au téléphone parler de la prochaine offrande. Je vais prendre Hollis et quitter la ville. Le 2 juin. Ils savent que je suis sur leurs traces. Rex est arrivé au garage avec 2 autres hommes. Il ne m'a pas menacé directement, mais le message était clair. Le 5 juin, dernière note. S'il m'arrive quelque chose, ce n'était pas un suicide. Bean et Rex sont impliqués dans quelque chose de maléfique. Ils utilisent des enfants. Si quelqu'un trouve ceci, protégez Hollis. Ne les laissez pas l'emmener. Le journal tremblait dans les mains de Noël. Son frère savait qu'il avait essayé de sauver sa fille et qu'il était mort pour. Mais pourquoi la police avait-elle manqué ça? Pourquoi n'avait-elle pas trouvé le journal? Parce que quelqu'un avait pris soin de ne pas chercher trop loin. Quelqu'un d'influent. Noël pensa au shérif Clive Monroe, qui avait mené l'enquête sur la mort de Garrett. Clive était l'ami de Garrett depuis le lycée. Ils allaient pêcher ensemble, partageaient des bières au bar du coin, mais on pouvait acheter ou menacer des amis. Noël se rendit à la bibliothèque et utilisa leur ordinateur pour faire des recherches sur Rexmatic. L'homme possédait la moitié des entreprises de construction de la ville, des restaurants et même une maison funéraire. Il siégeait au conseil municipal depuis 10 ans et faisait d'importants dons à des associations caritatives locales. Mais son histoire comportait des lacunes. 5 ans en Californie dans les années 1990, sans aucun historique précis de ses activités. Puis il retourna en Oregon avec suffisamment d'argent pour commencer à acheter une propriété. Noël rechercha des enfants disparus dans la région. Les résultats lui retournèrent l'estomac. 7 enfants au cours des 10 dernières années. Tous âgés de 8 à 12 ans. Tous seraient morts subitement. Maladie. Tous enterrés dans des cercueils fermés. Tommy Chin, 9 ans, est mort d'une septicémie. Amanda Price, 11 ans, d'une maladie génétique rare. Kevin Brooks, 8 ans, d'une fièvre inexpliquée. La liste était longue. Différentes familles, différentes années, mais le même schéma. Maladie soudaine, mort rapide, enterrement dans un cercueil fermé. Comment personne n'avait-il rien remarqué? Noël a imprimé les articles et s'est rendu chez la mère d'Amanda Price. La femme a ouvert la porte, les yeux creux-ailés. Cheveux gris qui n'avaient pas été brossés depuis des jours. Madame Price, je m'appelle Noël Darrow. Je voulais vous poser des questions sur votre fille, Amanda. Elle est morte il y a 3 ans maintenant. Je sais. Je suis désolé pour votre perte, mais je pense qu'il y a peut-être une anomalie dans la façon dont elle est morte. Le regard de Madame Price s'est aiguisé. Que voulez-vous dire? L'hôpital vous a-t-il donné une explication claire de sa maladie? Ils ont dit que c'était génétique. Ils ne pouvaient rien faire. Sa voix s'est brisée. Pourquoi posez-vous cette question? Parce que ma nièce vient de mourir du même genre de mystère. Maladie. Sauf qu'elle n'est pas morte. Madame Price le fixa du regard. C'est impossible. Puis-je entrer? Il y a des choses que vous devez savoir. Elle le conduisit dans un salon rempli de photos d'Amanda. Une jolie fille aux cheveux noirs et aux yeux brillants. Trop jeune pour mourir d'une maladie. Les médecins ont dit que c'était arrivé vite. Madame Price a dit un jour qu'elle allait bien, le lendemain qu'elle était inconsciente. Ils n'ont pas pu la sauver. Quel hôpital? L'hôpital général de Portland. Noël sortit son téléphone. Je les ai appelés hier au sujet de ma nièce. Ils n'ont aucune trace de sa présence. Madame Price fronça les sourcils.
C'est impossible. J'ai le certificat de décès. Puis-je le voir? Elle lui apporta un dossier rempli de documents. Le certificat de décès semblait officiel. Signé par un certain docteur William Chin de l'hôpital général de Portland. Noël rappela l'hôpital. Je dois vérifier les qualifications d'un médecin. William Chin en pédiatrie. Après 10 minutes de transfert, la réponse arriva. Monsieur, nous n'avons pas de docteur William Chin parmi notre personnel. Jamais. Madame Price il pâlit quand il le lui annonça. Alors qui a signé le certificat de décès d'Amanda? Quelqu'un qui voulait faire croire qu'elle était morte. Mais j'ai vu son corps aux pompes funèbres. Le cercueil était-il ouvert? Les mains de Madame Price se sont mises à trembler. Non, ils ont dit que la maladie avait changé son apparence, tout comme ils avaient parlé de Hollis à ma famille. Êtes-vous en train de dire qu'Amanda pourrait être encore en vie? Noël regarda les photos qui couvraient les murs. Une petite fille qui devrait avoir 14 ans maintenant, mais qui pourrait être coincée quelque part. Si elle avait la chance de respirer encore, je ne sais pas, mais je veux le savoir. Cette nuit-là, Noël surveillait la maison de Brun depuis son camion. Elle était partie 1 heure plus tôt, roulant vers la ville dans sa berline argentée. La maison était sombre et vide, il était impossible d'utiliser la vieille clé de Garrett pour entrer. L'endroit semblait différent de ce matin-là, trop calme, comme s'il contenait des secrets. Noël se dirigea vers le salon, cherchant ce que Brun aurait pu cacher. Il vérifia les tiroirs, les placards, derrière les cadres. Rien. La cuisine était propre, presque stérile. Aucune photo de Hollis. Aucun signe qu'un enfant ait jamais vécu ici. À l'étage, il trouva la chambre de Brun et l'ancienne chambre de Hollis. La chambre de la fille avait été vidée de ses vêtements, plus aucun jouet, aucune trace de son existence. Mais c'est le sous-sol qui lui glaça le sang. L'escalier grinça tandis qu'il descendait dans l'obscurité. Il trouva un interrupteur et des ampoules fluorescentes s'allumèrent, révélant une grande pièce en béton. La plupart des choses semblaient normales. Des boîtes de rangement, de vieux meubles, une machine à laver et un sèche-linge. Mais au fond, derrière une pile de cartons, il découvrit autre chose. Une lourde porte en bois avec 3 serrures à peine dormant. Noël crocheta les serrures avec des outils sortis de sa poche. La porte s'ouvrit brusquement pour révéler une pièce plus petite, remplie d'encens et de quelque chose de métallique. Des symboles couvraient les murs. D'étranges inscriptions peintes en rouge foncé. Pas du sang, espérait-il, mais quelque chose qui y ressemblait assez. Des bougies étaient posées sur des bougeoirs métalliques un peu partout dans la pièce. Leur cire tirait et durcissait. Je me trouvais au centre du sol. Des anneaux de fer avaient été des attaches étaient boulonnés dans le béton. De vieilles entraves gisaient à proximité, des chaînes et des fers adaptés aux poignets et aux chevilles. Contre un mur, des albums photos partiellement brûlés reposaient dans un seau en métal. Noël sortit les photos qui n'avaient pas été complètement détruites. Ses mains tremblaient en reconnaissant des visages. Hollis enchaîné au mur, la terreur dans les yeux. D'autres enfants qu'il ne connaissait pas, certains conscients, d'autres inertes et drogués. Et debout au-dessus d'eux, des adultes en robe rouge. Il reconnut immédiatement Brun. Rex Maddox. Et sur une photo à moitié brûlée, le visage du maire Winslow le fixait pour toucher le fond du seau. Il trouva quelque chose qui lui donna envie de vomir. Un masque rouge sculpté dans le bois, aux yeux creux et à la bouche savante. L'homme rêvé que Hollis avait dessiné. La silhouette de ses cauchemars. Noël rassembla les photos et les preuves, les fourrant dans un sac poubelle. Alors qu'il se retournait pour partir, il entendit une portière de voiture claquer dehors. La poubelle était rentrée. Noël monta l'escalier du sous-sol aussi silencieusement que possible. À travers par la fenêtre de la cuisine, il aperçut la voiture de Brun dans l'allée. Elle se dirigeait vers la porte d'entrée, parlant au téléphone, mais il se glissa par la porte de derrière et fit demi-tour jusqu'à son camion, mais la voix de Brun l'arrêta. Je sais qu'il y avait quelqu'un dans la maison. La porte du sous-sol n'était pas verrouillée. Un silence. Oui, c'était probablement lui. Que voulez-vous que je fasse? Un autre silence. Compris. Je vous appellerai quand ce sera fait. Noël atteignit son camion tandis que Brun raccrochait. Elle le regardait droit dans les yeux par la fenêtre de la cuisine, son téléphone composant déjà un autre numéro tandis qu'il accélérait et retournait en ville, le sac de preuves sur le siège à côté de lui.
Son téléphone sonna alors qu'il s'engageait dans l'allée de Reva. Noël, c'est le shérif Monroe. J'ai besoin que vous veniez au poste. Pourquoi? Bryn a porté plainte. Elle dit que vous êtes entré par effraction chez elle et que vous l'avez menacée. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je suis sûr qu'on peut arranger ça. Entrez et faites votre déposition. Quelque chose dans la voix de Clay semblait faux. Trop calme, trop amical. Je serai là dans 1 heure, mentit Noël. Il faut d'abord que je m'occupe de quelque chose. Il raccrocha et courut à la porte de Reva. Elle répondit aussitôt, l'inquiétude se lisant sur le visage. Dieu merci, tu es de retour. Hollis te demande. Il faut qu'on parte. Maintenant, ils savent que j'étais chez Bryn. Que as-tu trouvé? Noël lui montra les photos et les preuves. Le visage de Reva devint blanc en reconnaissant les visages sur les photos. Mon Dieu, combien d'enfants? Je ne sais pas, mais il faut qu'on emmène Hollis en lieu sûr avant qu'un moteur de voiture ne gronde dehors, puis un autre. Noël regarda par la vitre avant et vit 2 SUV noirs s'arrêter au bord du trottoir. Des hommes en vêtements sombres en sortirent, les mains tendues vers des armes dissimulées. Par la porte de derrière, murmura Noël. Ils coururent vers la chambre où Hollis dormait. Reva la secoua pour la réveiller tandis que Noël observait l'avant de la maison. Il faut qu'on y aille, ma puce. Reva dit, tu peux marcher? Hollis hocha la tête, encore groggy. Des drogues qu'elle avait encore dans l'organisme. Une vitre s'est brisée dans le salon. Des pas lourds ont traversé le sol. Noël a ouvert la fenêtre de la chambre et est sorti le premier, puis a aidé Hollis et Reva à passer. Ils ont traversé le jardin en courant vers l'allée où son camion les attendait. La maison a explosé dans un vacarme de cris, de portes qui claquaient, de meubles qui se renversaient. Ils ont atteint le camion et Noël a démarré. Alors qu'il s'éloignait, il a vu des hommes armés de lampes de poche fouiller le jardin de Reva. Où allons-nous maintenant? A demandé Reva. Un endroit où ils ne penseront pas à regarder. Noël a conduit jusqu'à un chalet de chasse abandonné à 20 mètres de la ville. Garrett l'avait amené ici enfant, du vivant de leurs parents. Personne d'autre n'était au courant. Ils ont passé la nuit à planifier leur prochain coup. Hollis a dormi d'un sommeil agité sur un vieux canapé pendant que Noël et Reva examinaient les preuves. Il faut qu'on aille au FBI, a dit Reva. On ne peut pas faire confiance à la police locale, pourquoi? Des photos et un journal. Ils diront que j'ai tout simulé. Alors, que proposez-vous? Avant que Noël puisse répondre, son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Retrouve-moi au restaurant de la route 9 à midi. Viens seul, Rex. N'y va pas, dit Reva en lui montrant le message. C'est peut-être un piège, mais il pourrait être prêt à négocier. Un marché? Ces gens ont essayé d'enterrer un enfant vivant, et si je n'y vais pas, ils continueront à nous traquer. Au moins, comme ça, je peux entendre ce qu'il a à dire. Le restaurant était presque vide quand Noël arriva. Rex Maddox était assis dans un box d'angle, vêtu d'un costume coûteux, et mangeait des œufs comme si de rien n'était. C'était un grand homme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés et aux mains qui n'avaient jamais vu de travail manuel. Le genre de personne qui donnait des ordres et laissait les autres se salir les mains. Noël, merci d'être venu. Comment voulez-vous que tout le monde se sente bien? Rex fit un geste vers le siège en face de lui. Assieds-toi. Prends un café. Je reste debout. Comme tu veux. L'offre est simple. Prends Hollis et quitte l'Oregon ce soir. Ne reviens pas. C'est tout. C'est tout. Je te donne $50 000 pour repartir de zéro. En liquide. Et en échange, tu oublies ce que tu crois avoir vu. Oublie Bryn, le sous-sol et toutes les théories farfelues que tu as inventées. Noël s'appuya contre la table. Et les autres enfants? Amanda Price et les autres. Le regard de Rex se durcit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Les enfants soi-disant morts de maladies mystérieuses, tous enterrés dans des cercueils fermés. Parfois, les enfants tombent malades. Noël, c'est tragique, mais ça arrive avec de faux certificats de décès signés par des médecins qui n'existent pas. Rex termina ses œufs et s'essuya la bouche avec une serviette. Tu es bouleversé. Je comprends. Perdre un membre de sa famille est difficile, mais tu laisses le chagrin obscurcir ton jugement. Vraiment? Où est-ce que j'y vois enfin clair?
Prends l'argent. Prends Hollis. Disparaîtra. Et si je ne le fais pas, le sourire de Rex ne disparaîtra jamais. J'ai hésité. Puis les choses se compliquent. Les gens commencent à poser des questions sur votre état mental, votre problème d'alcool, vos antécédents de violence. Quels antécédents de violence? Le genre de violence qui se développe après avoir cambriolé des maisons et enlevé des enfants. Hollis est ma nièce. Hollis est légalement morte. Son corps a été enterré hier matin. Si vous prétendez la posséder, alors soit vous avez pillé une tombe, soit vous êtes dans le délire. Noël sentait le piège se refermer sur lui. Vous avez enterré un cercueil vide. J'ai enterré une petite fille morte d'une maladie sanguine rare. Toute la ville peut vérifier que toute la ville ment. Ou alors vous êtes en pleine dépression. Comme après le suicide de votre frère, Garrett ne s'est pas suicidé. Il a laissé un mot. La police a enquêté. Affaire classée. Rex s'est levé et a laissé tomber de l'argent sur la table. Dernière chance, Noël. Accepte le marché. Va te faire foutre. Mauvaise réponse. Ce soir-là, Reva se souvint de quelque chose qui changea tout. La moto de Garrett, dit-elle soudain. Il disait toujours qu'il gardait les choses importantes là où personne ne penserait à regarder. Ils retournèrent en ville. À la faveur de l'obscurité, loin des routes principales. La vieille Harley de Garrett était dans le garage derrière sa maison, recouverte d'une bâche et oubliée. Noël l'avait construite lui-même, aidant Garrett à la personnaliser jusqu'au moindre centimètre. Si son frère avait caché quelque chose, ce serait quelque part où seul Noël penserait à vérifier. Le cadre comportait une section creuse près du moteur où Garrett rangeait ses petits outils. Noël retira le panneau d'accès et fouilla à l'intérieur. Ses doigts trouvèrent un petit sac en plastique enveloppé de ruban isolant. À l'intérieur se trouvait une clé USB. De retour au chalet, ils branchèrent la clé sur l'ordinateur portable de Reva. Les fichiers dataient de 2 mois avant la mort de Garrett. Des fichiers vidéo, des dizaines. La première montrait Brun dans la pièce du sous-sol, vêtu d'une robe rouge, psalmodiant devant des bougies allumées. D'autres adultes se tenaient autour de ces épaves. Le maire Winslow et des personnes que Noël ne reconnaissait pas. La deuxième vidéo lui retourna l'estomac. Des enfants étaient assis, enchaînés au mur, tandis que les silhouettes rebelles accomplissaient une sorte de rituel. Noël reconnut immédiatement Hollis, mais il y avait aussi d'autres enfants. Certains qu'il avait vus dans le article sur les enfants disparus. La troisième vidéo était la pire. On y voyait Garrett confronter Brun dans leur cuisine, exigeant de savoir ce qu'elle avait fait à Hollis. Bryn restait calme en versant quelque chose dans son café. On ne peut pas arrêter ce qui a déjà commencé, dit-elle dans la vidéo. Regardez-moi, répondit Garrett, avant de boire son café 20 minutes plus tard. Il était inconscient. La dernière vidéo était horodatée la nuit de la mort de Garrett. On y voyait Rex et 2 autres hommes transporter le corps de Garrett. Jusqu'à la grange. Ils le pendirent avec une corde et placèrent une chaise en dessous pour faire croire à un suicide. Mon Dieu, murmura Reva. Ils l'ont assassiné. Les mains de Noël tremblaient en regardant son frère se faire tuer. La lettre de suicide, l'enquête, l'enterrement rapide, tout cela n'était que mensonge. Mais maintenant, il en avait la preuve. Noël passa la matinée suivante à tout copier, les vidéos, les photos, le journal de Garrett et les dossiers médicaux, prouvant que les certificats de décès étaient faux. Il téléversa les fichiers sur plusieurs adresses e-mail. Comptes et services de stockage cloud. Il a ensuite contacté un journaliste de Portland spécialisé dans le journalisme d'investigation. Cela vaut mieux être réel, a dit Julie Kim lorsqu'elle est arrivée à la cabine. Je n'ai pas le temps des théories du complot. Noël lui a montré les preuves, les vidéos de maltraitance des enfants, les photos du sous-sol de Brun, les faux certificats de décès. L'expression de Julie devint sombre à chaque révélation. De combien d'enfants parlons-nous? Au moins 7 que je peux prouver. Peut-être plus. Et les forces de l'ordre local compromises. Le shérif Monroe a basculé le bac lorsque j'ai commencé à poser des questions. Julie a filmé une interview avec Hollis, qui était enfin assez forte pour parler de son épreuve. La petite fille a dessiné des photos du sous-sol, des masques rouges et des autres enfants qu'elle avait vus. Il y avait une pièce où ils nous ont gardés, a déclaré Hollis. Les enfants allaient et venaient, certains ne sont jamais revenus. Qu'est-ce que les adultes vous ont fait?
demanda Julie doucement. Ils nous ont donné des coups qui nous ont rendus somnoles. Ensuite, ils nous ont mis dans des chaînes et disent des mots dans une langue différente. Parfois, ils nous coupent un peu pour obtenir 100 pour leur bol. Quelqu'un a-t-il essayé de vous aider? Papa l'a fait, mais ensuite il est parti et n'est jamais revenu. Ce soir-là, l'histoire de Julie a éclaté dans les nouvelles du soir. Le titre indiquait, le culte satanique, le père, abuse des enfants de l'Oregon. L'histoire comprenait des extraits des vidéos, des photos du sous-sol et des témoignages de Hollis. En quelques heures, il a été récupéré par National News Networks. Le FBI est arrivé à Alders Hollow le lendemain matin. L'agent spécial Diana Vo a pris en charge l'enquête, créant un centre de commandement dans le gymnase du lycée. Noël l'a rencontré pour remettre toutes les preuves qu'il a collectées. C'est vaste, a déclaré l'agent Voss, en examinant les fichiers, mais je dois tout vérifier indépendamment. Commencez par les certificats de décès. Vérifiez avec les hôpitaux déjà en cours. Nous avons également émis des mandats d'arrêt contre Bin Darrow, Rex Maddox et le maire Winslow. Et le shérif Monroe? Il est interrogé. S'il est impliqué, nous le saurons. Mais lorsque les agents du FBI sont arrivés dans les maisons suspectes, ils trouvaient uniquement Rex. Brin et le maire avaient disparu, leurs maisons vides et leurs comptes bancaires se sont drainés. Rex a essayé de courir aussi, mais les agents l'ont attrapé dans sa succession alors qu'il tentait de brûler des documents dans son arrière-cour. Les articles comprenaient des listes d'adhésion pour quelque chose appelé la Red Orchid Society, des dossiers financiers montrant les paiements aux fonctionnaires corrompus et des plans détaillés pour les offres futures. Le sous-sol de la maison de Rex a donné encore plus de preuves, des contraintes supplémentaires, des objets rituels et un crématorium où ils avaient apparemment éliminé les corps. 6 mois plus tard, Brin a été retrouvé caché au Mexique et a été extradé vers l'Oregon. Le maire Winslow a été découvert mort dans une chambre d'hôtel au Canada, un suicide apparent. Le shérif Monroe a été reconnu coupable d'obstruction à la justice et condamné à 5 ans de prison. Il a admis avoir pris des pots de vin, mais a affirmé qu'il ne connaissait pas la maltraitance des enfants. Rex Maddox a plaidé non coupable de toutes les accusations, affirmant qu'il était encadré par une conspiration d'agents gouvernementaux et de citoyens mécontents, que l'équipe de défense de Brin a fait valoir qu'elle avait été contrôlée par Rex et les autres membres du culte, qu'elle était elle-même une victime qui avait été menacée en conformité. Mais les preuves étaient écrasantes. L'accusation a présenté le journal de Garrett, qui a détaillé l'escalade de Brin dans le culte. Ils ont joué les vidéos montrant ses principaux rituels et drogues des enfants. Ils ont fait appel à des témoins experts qui ont témoigné sur les faux certificats de décès et la couverture élaborée. Le plus dommageable de tous était le témoignage de Hollis. Aujourd'hui âgée de 9 ans et beaucoup plus forte, elle a pris position et a décrit calmement des années d'abus entre les mains de Brin. Elle m'a dit que c'était un jeu. Hollis a dit que je devais être très immobile et calme pendant que les adultes faisaient leur cérémonie si je bougeais ou faisais du bruit. Elle a dit que de mauvaises choses arriveraient à l'oncle Noël. L'avez-vous cru? Le procureur a demandé. Oui. Elle m'a montré des photos de mon papa accroché dans la grange. Dit que c'est ce qui arrive aux personnes qui ne respectent pas les règles. La salle d'audience était silencieuse alors que Hollis continuait, mais elle mentait. Mon papa a essayé de me sauver. Oncle Noël m'a sauvé, aussi. D'autres survivants ont été trouvés lors de l'enquête du FBI. 3 enfants qui avaient été signalés morts ont été découverts vivants dans un complexe en Californie, traumatisés, mais respiratoires. Leur témoignage a corroboré le récit de Hollis. Le jury a délibéré pendant 6 heures avant de revenir avec leur verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Meurtre au premier degré pour la mort de Garrett. Tentative de meurtre pour la drogue de Hollis. Conspiration pour commettre un meurtre, la maltraitance des enfants, l'enlèvement. Le juge a condamné Brent à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Rex a subi la même peine, bien qu'il ait continué à maintenir son innocence alors qu'ils l'ont conduit dans des chaînes alors que la salle d'audience se vidait. Noël tomba une main sur son épaule. L'agent Voss se tenait derrière lui, son expression sinistre. Nous avons trouvé des restes dans 3 autres propriétés liées au culte, a-t-elle dit tranquillement. Au moins 12 enfants qui n'ont pas survécu. Noël ferma les yeux. 12 familles qui ne récupéreraient jamais leurs enfants. 12 enfants sont morts parce que les adultes n'avaient pas réussi à les protéger. Les autres membres du culte chassent encore eux. Ce réseau était plus grand que nous ne le pensions initialement. Connexion dans 4 États. Sera-t-il jamais vraiment terminé pour Hollis? Oui.
Elle est en sécurité maintenant. C'est ce que votre frère aurait voulu. 6 mois après le procès, Noël a officiellement adopté Hollis. La paperasse était une formalité. Elle vivait avec lui depuis la nuit où il l'a tirée du cercueil. Ils ont déménagé dans une nouvelle maison à travers la ville, loin des souvenirs et des chuchotements. Noël a rouvert son garage et lentement les clients ont commencé à revenir. Hollis était en thérapie 2 fois par semaine, travaillant sur le traumatisme. Elle faisait toujours des cauchemars parfois, mais ils devenaient moins fréquents. Elle était de retour à l'école, se faisant des amis, apprenant à être à nouveau un enfant normal. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Elle trouverait Noël en regardant de vieilles photos de Garrett et demandant pourquoi son papa devait mourir. Parce qu'il essayait de vous protéger, Noël lui dirait. Et il a réussi. Vous êtes ici. Vous êtes en sécurité. C'est ce qui comptait pour lui. Il vous manque tous les jours? Moi aussi. Mais je suis content que je ne m'abandonne pas. Jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Un soir à la fin de l'automne, Noël fermait le garage quand il a trouvé Hollis dans le coin où l'ancienne boîte à outils de Garrett s'asseyait. Elle dessinait son carnet de croquis, ce que son thérapeute a encouragé. Sur quoi travaillez-vous? Il a demandé. Elle a montré sur la photo. Ce sont eux ensemble debout devant le garage. Tous deux souriaient. C'est nous maintenant, a-t-elle déclaré. Pas les plus effrayés, le plus heureux. Noël s'agenouilla à côté d'elle. Ouais, j'aime mieux ça. Pouvons-nous garder celui-ci? Ne pas le brûler comme les mauvaises photos. Nous garderons celui-ci pour toujours. Cette nuit-là, alors qu'il glissait Hollis au lit, elle a posé la question qu'elle posait tous les soirs depuis des mois. Vous êtes sûr que les mauvaises personnes ne peuvent pas revenir? Le réseau était plus grand qu'il ne le savait. D'autres cellules d'autres villes pensaient qu'il se dirigeait vers la fenêtre avant et regardait la rue calme. Tout semblait normal, paisible. Mais à travers la ville, une femme en manteau rouge regardait une maison où une nouvelle famille venait d'emménager. Elle a fait une note dans un petit livre, puis s'est éloignée dans l'obscurité. Certains mots avaient des racines profondes. Couper une tête et 2 autres pourraient repousser. Mais c'était un problème pour un autre jour. Ce soir, Hollis était en sécurité. Ce soir, c'était suffisant. La femme du manteau rouge s'est rendue dans une maison à la périphérie de la ville où d'autres voitures étaient déjà garées dans l'allée. Elle se dirigea vers la porte d'entrée et frappa 3 fois, puis 2 fois, puis 1 fois. La porte s'est ouverte pour révéler un homme dans la soixantaine avec des yeux gentils et un collier d'un ministre. « Bienvenue, sœur », a-t-il dit. Les autres attendent. Elle l'a suivi jusqu'au sous-sol où une douzaine de personnes se sont assises dans des chaises pliantes disposées en cercle. Des bougies vacillaient sur un petit autel, jetant des ombres dansantes sur les murs. L'enquête de Darrow a conclu, a rapporté la femme. Rex et Brun sont emprisonnés, mais ils n'ont rien révélé sur notre véritable structure. Et l'enfant est toujours en vie, protégé, mais il y en a d'autres. Le ministre a hoché la tête. L'orchidée rouge devient éternelle. Notre travail continue. Et Noël Darrow? Il croit que c'est fini. Laissez-le croire cela. Nous serons simplement plus prudents la prochaine fois. Un par un, les membres se sont inclinés la tête et ont commencé à chanter dans une langue qui a précédé le christianisme par des siècles. Leur voix résonnait des murs en béton, transportant des promesses d'offres futures et des fins anciennes qui ne seraient jamais satisfaites. À l'extérieur, la neige a commencé à tomber dans la ville calme d'Alder-Solao, couvrant les rues en blanc immaculé. Mais sous la surface, dans le sous-sol et les dossiers, dans les espaces entre la vie normale et le cauchemar, quelque chose de sombre a continué à grandir. L'orchidée rouge avait des racines profondes et l'hiver était le moment idéal pour la plantation.